Bonjour, Simon Lévesque. Je vais d'abord faire passer mon petit support visuel. Un par là, un par là. C'est simple, c'est pas un PowerPoint. Je fais du bricolage pour vous. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me préoccupe et me fascine et qui s'insère dans le cours de mes recherches doctorales. Il s'agit de la vraie fiction, ou pour être plus clair, en fait, de la fiction documentaire, c'est-à-dire une œuvre de fiction qui présente, montre, nomme et remet en question les sources documentaires de l'auteur à l'origine du récit, les inclut à même celui-ci, en fait des objets de la fiction au même titre que les lieux, personnages et actions, et cela sans pour autant nuire aux qualités proprement fictionnelles d'une diégèse assumée qui caractérise le romanesque. Et pour vous parler de ça, donc, j'ai choisi le roman de Laurent Binet, HHHH, que, fidèle à mon habitude, j'ai transformé en partition pour piano mécanique. Et vous verrez, donc, moi, je fais vraiment une étude de cas, je vais être plus près du texte, et comme, contrairement à mes collègues, je viens du programme de doctorat en sémiologie, vous allez voir, il y a une influence plus linguistique, mais on va travailler les mêmes concepts. Donc, j'ai intitulé ma communication de manière un peu hiérarchique, je l'avoue, « Un démon de l'histoire, le roman historique en procès dans HHHH de Laurent Binet ». Mais d'abord, un démon de l'histoire. En fait, il s'agit de plusieurs démons et de plusieurs histoires. Quels sont ces démons, quelles sont ces histoires? Pour y répondre, il me faut d'abord faire l'exposition de l'objet de ma communication, donc le roman de Binet, qui est paru chez Grasset en 2009 et qui a été récipiendaire du prix Goncourt du premier roman en 2010. Dans ce roman, l'auteur français prend à partie la figure de Reinhard Heydrich, chef nazi d'envergure durant la Seconde Guerre mondiale. Bras droit d'Himmler, il fut SS Obergruppenführer, c'est-à-dire gradé général de la police des SS, également directeur du RSHA, l'Office central de la sécurité du Reich, et donc le chef de la SD, les services de renseignement et d'espionnage, et également de la Gestapo, c'est la police secrète d'État. Et enfin, non le moindre, il fut le protecteur suprême, au sens de dirigeant du protectorat, donc dictateur territorial, du Reich en Bohème-Moravie. On l'appelait le boucher de Prague, la bête blonde. Il est à l'origine de la solution finale avec Eichmann. Hitler voyant en lui un de ses meilleurs éléments, un parfait arien nazi sanguinaire et machiavélique. HHHH, c'est lui. Ce nom lui vient de ce qu'il représentait alors. HHHH, ça veut dire Himmlers Hirn heißt Heydrich. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Donc, on comprendrait que ce n'est pas un bonhomme très commode. Binet fait donc de cette figure nazie l'objet central de son roman. Mais il en fait un objet plutôt utilitaire, du moins en partie, car ce qu'il entend raconter, c'est davantage l'attentat que le chef de la résistance tchécoslovaque et ex-président du pays démis par Hitler lors de l'absorption du territoire, Edvard Beneš, lancera depuis Londres contre lui. La mission est confiée à deux figures de héros slaves, le tchèque Jan Kubiš et le slovaque Josef Gabčík. Je n'invente rien, c'est historique. Ceux que Binet veut honorer, ce sont ces deux-là. Ce qu'il veut raconter, c'est leur attentat, geste héroïque de résistance face à l'envahisseur dément, le Troisième Reich nazi d'Hitler, et plus particulièrement Heydrich lui-même, bourreau infâme et cerveau maléfique de premier ordre. Ainsi donc se présente notre premier démon, Reinhard Heydrich, démon de l'histoire de Binet, démon qui hante le roman, qui en est la cible d'une certaine façon, car l'auteur cherchera à cerner le personnage, son parcours, la causalité et les contingences qui le mèneront jusqu'à sa position dominante. Binet voudra resserrer toujours davantage le cadre sur lui jusqu'à ce qu'enfin il puisse nous raconter l'attentat lui-même, la tentative d'assassinat qui est le véritable moteur du récit. Le principal souci de l'auteur, cependant, c'est de faire de son roman un document pouvant rivaliser d'exactitude avec l'historiographie. Obsédé par la vérité, Binet cherchera sans cesse à contraindre son écriture, à remettre en question sa posture. Tour à tour, il s'inculpera, se légitimera, se distanciera, se replongera au cœur du récit, pour finalement se laisser totalement absorber, jusqu'à s'y représenter, jusqu'à y prendre part. Il en devient un personnage à part entière. Notre deuxième démon de l'histoire, c'est donc l'histoire elle-même, celle avec un grand H, telle qu'elle se trouve à être racontée dans l'histoire de Binet. L'histoire avec tout ce qu'elle comporte de terrible et de grave qu'il ne faut sous aucun prétexte déformer. Car ce serait blasphématoire, dit Binet, de déformer les faits, de ne pas retracer le cours exact des choses, l'enchaînement des événements, les noms, les dates, les lieux, les heures, tout doit être exact. Ce ne serait pas rendre justice aux victimes que de faire erreur, mais usurper les bourreaux au profit d'un divertissement de lecture qui ne rendrait pas au lecteur contemporain toute la vérité sur un passé commun qu'il partage avec les protagonistes du livre, passé dont il doit prendre conscience, dont il doit se faire le récipiendaire et transmetteur. C'est là tout l'engagement éthique de l'auteur par rapport à son projet, restituer l'histoire à ses contemporains, prendre le parti des morts pour honorer leur destin tragique.
L'histoire démone donc, ou plutôt pour être plus exact, le caractère maléfique de l'histoire en ce qu'elle propose d'attrayant comme matière romanesque dans le roman historique. En ce sens, le démon, ce serait peut-être davantage la tentation de l'auteur de faire de son œuvre à la fois une fiction vraie au sens, c'est-à-dire un roman dont rien n'est faux, mais également une fiction vraie au sens où le lecteur y adhère, la lit comme un roman réaliste, s'y immerge, se laisse emballer par le récit, par les procédés narratifs. Cette ambivalence, elle est palpable d'entrée de jeu, alors que le roman s'ouvre sur cette remarque de l'auteur. J'espère simplement que derrière l'épaisse couche réfléchissante d'idéalisation que je vais appliquer à cette histoire fabuleuse, le miroir sans teint de la réalité historique se laissera encore traverser. Binet est aux prises avec son démon, réprimer son envie de se faire romancier. Dans ce qui suit, je tenterai de démontrer donc les stratégies narratives à l'œuvre dans le roman qui servent à exposer ce combat, qui est celui de l'auteur qui se met lui-même en scène dans le texte, qui fait son autocritique et qui nous livre, en bout de ligne, un formidable roman, bien évidemment historique, mais aussi d'aventure, de suspense, d'espionnage, de guerre, avec un soupçon d'amour. Une palpitante dramatique aux personnages nombreux et attachants. Bref, un roman en bonne et due forme, et publié dans une maison qui le confirme, car vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, que Grasset ne fait pas dans le manuel scolaire. Mais au fin de cette démonstration, il faut d'abord vous entretenir de réalisme et de métafiction en littérature, une dichotomie qui est communément admise, mais qui pourtant est plus hasardeuse qu'elle ne laisse paraître. En fait, si l'opposition tient, ce n'est qu'en vertu que d'un seul paradigme, l'énonciation. Et là, je vais faire court, j'ai coupé les références à Zola, machin, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, réalisme versus métafiction. Si la distinction tient, c'est essentiellement à une différence au niveau de la posture énonciative. C'est-à-dire que le discours réaliste, comme le discours pédagogique, refuse en général la référence au procès de l'énonciation pour tendre à une écriture transparente, monopolisée par la seule transmission d'une information, comme l'explique Philippe Hamon dans son fameux cahier des charges du réalisme. Cette absentification de l'instance énonciative a pour effet de produire une détonalisation du message. Ainsi, le discours réaliste se présente comme fortement démodalisé et assertif. Refus de l'effet, de l'artifice, il importe dès lors à la littérature de rapporter le plus fidèlement possible la réalité sociale, les mœurs de l'époque. On reconnaît ici le projet de Balzac ou encore le fameux miroir de Stendhal. Reproduire la réalité donc avec un souci particulier du détail et moult descriptions des plus banales, insignifiantes, dirons-nous. Le résultat qui en découle, Barthes n'avait certes pas tort de le qualifier d'effet de réel, puisqu'il s'agit toujours d'un détail qui ne s'invente pas et qui donc fait vrai. Mais paradoxalement, l'effet de cet effet est une fictionnalisation du récit historique qui s'y anime jusqu'à rejoindre le régime fictionnel du pur roman, explique Jeannette dans Métalepse. Il n'y a qu'à penser à l'heureux pastiche des Goncourt auquel ça donne Proust dans La Recherche, pour ceux qui l'ont lu, et qui met bien en lumière le ridicule d'une écriture éculée au détail foisonnant, mais d'un réalisme douteux. Je pense à cette fameuse scène où, décrivant le couvert d'une table si longuement et avec tant de précision, on en vient à se demander quand diable le mémorialiste a-t-il pu prendre le temps de manger et comment donc sa digestion a pu ne pas ébrouer un peu son souvenir au sortir de la table. C'est donc tout l'inverse de la finalité recherchée qui, finalement, se retrouve à l'œuvre dans la littérature réaliste. Distance et affaiblissement du contrat d'adhésion primaire, mimétique, au profit d'un acte de lecture qui gagne en caractère ludique de par la mise en exclusion de la fiction de la sphère du discours sur le réel, sinon qu'elle ne peut plus poser son regard sur celui-ci que de manière métaphorique. La littérature réaliste appartient à cette part de la fiction que je nomme fort close, parce que mise en dehors de l'enceinte du discours de premier degré sur le même monde que le lecteur. La littérature réaliste pose son regard sur son propre monde de fiction, que le lecteur aime à regarder de son monde, de son point de vue qui est extérieur à la fiction et qu'on nomme subspecia aeterni, autrement dit, d'un point de vue analogue à celui de Dieu. Je suis content d'avoir mis le mot Dieu dans ma communication. À l'opposé, je vais prendre un peu d'eau. À l'opposé, la métafiction propose de multiplier les traces d'investissement de l'instance énonciative, de mettre en évidence les marques de mise en récit de l'intrigue. Pardon. Mais la stratégie peut s'avérer outrancièrement métaréflexive et tourner à vide, comme déconnectée du réel, en proposant une littérature un peu nombriliste qui tend à considérer, et je vais citer Borges très approximativement, il aimerait ça je suppose, Dieu comme un écrivain et l'univers comme un livre. D'un côté comme de l'autre, on tombe dans un régime métaphorique, alors que l'historiographie requiert plutôt un texte qui fonctionne en rapport métonymique au monde, qu'il prolonge, le montre, pour garantir sa force d'adhésion.
Et pour ce faire, la métafiction peut néanmoins être utile, mais sous une certaine forme, la forme testimoniale, qui sert le réalisme en agissant comme vecteur de crédibilité. Sous cette forme, la métafiction, parce qu'elle repose sur une rhétorique stricte, implique une prise à partie, une recherche, peut-être une réponse de la part d'un énonciateur au questionnement fondamental suivant. Qu'ai-je le droit de raconter et comment le raconter? Elle permet ainsi de mettre de l'avant une sorte de responsabilisation de l'énonciateur, non pas tant envers le contenu de son énoncé qu'envers le contexte de son énonciation. À terme, et on l'observe à son meilleur dans HHHH de Laurent Binet, la stratégie métafictionnelle sert de ressort réaliste afin d'appuyer la force proprement mythique du récit, qui est la littérature, la puissance que détient la littérature de faire adhérer le lecteur à son discours intenté et modalisé comme vrai. Que ce qui est raconté dans HHHH soit effectivement vrai ne change rien à l'affaire. En matière de romanesque, tout est une question de procédé, rhétorique, poétique, car du moment qu'il y a récit, il y a fiction. Et jamais, dans le domaine de la littérature, la dimension historique ne saura s'affranchir de la souveraineté littéraire. Autrement dit, la dimension historique d'un roman restera toujours subordonnée à ce qui en est le paradigme fondamental, le caractère fictif des faits qui s'y trouvent consignés par leur mise en récit. Toutefois, je vais rapidement nuancer cette position-là. Dans la mémoire d'Histoire et l'oubli, Ricoeur, Paul, de son prénom, nous met sagement en garde en spécifiant qu'une narrativisation des faits et des événements de l'histoire ne conduit pas nécessairement à sa fictionnalisation. Des paramètres véridicatifs peuvent être mis en place. Le fait n'est pas l'événement, ajoute-t-il, mais le contenu d'un énoncé visant à représenter une conscience témoin. Faire passer ainsi le fait du côté des modalisateurs propositionnels garantit sa vériconditionnalité, l'épreuve du réel étant la garantie du virtuel. D'après Ricoeur, donc, le réel a nécessairement préséance sur la fiction dans les processus de construction de la réalité. Mais la réalité est changeante et le temps nous éloigne forcément des événements. Les faits peuvent se distordre d'autant que la cohérence mémorielle soit préservée. Dans son ouvrage le plus récent, Jacinto Legera explique que, prenant acte de la possibilité d'un effet de réel des faits historiques reconstruits après coup, de leurs multiples esthétisations par images et narrations interposées, Ricoeur cherche à rendre compte de la spécificité de la référentialité en régime historiographique. Ma thèse, écrit Ricoeur, est que celle-ci ne peut être discernée au seul plan du fonctionnement des figures qu'assume le discours historique, mais qu'elle doit transiter à travers la preuve documentaire, l'explication causale finale et la mise en forme littéraire. Cette triple membrure reste le secret de la connaissance historique. D'où Legera note l'importance de l'intégration du régime de la référentialité à même le texte. À quoi j'ajouterai que la référentialité seule ne suffit pas, le principe de l'éthos en rhétorique classique édictant à l'orateur de faire valoir sa crédibilité personnelle, sa valeur aux yeux de l'auditoire, de disposer ce dernier à incliner en faveur de sa démonstration. Il faut encore que celui qui use des références les présente d'un point de vue qui fasse autorité, une autorité qui aille au-delà de celle communément accordée au texte littéraire, car celle-là apparaît insuffisante en matière d'historiographie. L'autorité à mettre en place, c'est justement celle de l'expérience personnelle relatée, du témoignage, et il s'agit d'une autorité proprement déictique. Les affres qui le guettent, mais également les stratégies palliatives, Binet paraît en être absolument conscient. Que la mise en récit fictionnalise les faits, il ne le sait que trop. C'est pourquoi il décide de se représenter dans son texte. En tant qu'auteur, qui doit faire des choix, qui doit justifier sa voix. Au cours des 100 premières pages sur les 443 que compte son roman, dans pratiquement un chapitre sur deux, il prend parole à la première personne pour nous expliquer sa démarche, pour citer ses sources et les croiser, nous offrant des ekphrasis de documents et photographies qui constituent son matériau de recherche, ou revenant sur une scène antérieure pour justifier telle ou telle stratégie de représentation. Constamment, Binet nous met en garde face au procédé narratif qu'il n'a guère d'autre choix que d'user. En alternance, comme un cyclotimique, il immerge son lecteur au cœur du récit, puis le fait affleurer à sa surface, l'immerge, l'affleure. Au chapitre 15, il affirme « Rien de plus artificiel dans un récit historique que ces dialogues reconstitués à partir de témoignages plus ou moins de première main. Il n'y a que 3 cas où l'on peut restituer un dialogue en toute fidélité, à partir d'un document audio, vidéo ou sténographique. Quoi qu'il en soit, mes dialogues, s'ils ne peuvent se fonder sur des sources précises, fiables, exactes au mot près, seront inventés. Toutefois, dans ce dernier cas, il leur sera assigné non une fonction d'hypotypose, mais plutôt, disons, au contraire, de parabole, soit l'extrême exactitude, soit l'extrême exemplarité. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, tous les dialogues que j'inventerai, mais il n'y en aura pas beaucoup, seront traités comme des scènes de théâtre, une goutte de stylisation donc dans l'océan du réel. Mais quand arrive le chapitre 109, Binet, qui n'est plus certain si, dans la scène précédente, il fallait représenter Göring dans un uniforme bleu ou blanc ou d'une autre couleur, conclut «
Je ne sais pas non plus si ce genre de scrupule a encore un sens à ce stade de l'histoire. Déjà au chapitre 41, il avouait « Par son indiscutable dimension romanesque, Heydrich m'impressionne. » Binet se laisse happer, comme le lecteur, par le récit. Il se laisse envahir par la fiction qui s'installe. Il a beau combattre, s'expliquer, c'est plus fort que lui. La fiction en vient à le dominer. La littérature a ses prérogatives et ici, elle reprend ses droits. Au chapitre 129, « Des fois, je me sens comme un personnage de Borges, mais moi non plus, je ne suis pas un personnage. » Splendeur du littéraire qui se sait surplombé de l'immensité de la littérature, qui connaît les dangers du roman. Binet, c'est Don Quichotte qui combat des moulins à vent. Chapitre 150. C'est un combat perdu d'avance. Je ne peux pas raconter cette histoire telle qu'elle devrait l'être. Tout ce fatras de personnages, d'événements, de dates et l'arborescence infinie des liens de cause à effet, et ces gens, ces vrais gens qui ont vraiment existé, avec leur vie, leurs actes et leurs pensées dont je frôle un pan infime. Je me cogne sans cesse contre ce mur de l'histoire sur lequel grimpe et s'étend, sans jamais s'arrêter, toujours plus haut et toujours plus dru, le lierre décourageant de la causalité. Avec lucidité, il ajoute « Pour que quoi que ce soit pénètre dans la mémoire, il faut d'abord le transformer en littérature. C'est moche, mais c'est ainsi. » Enfin, au chapitre 205, je crois que je commence à comprendre. Je suis en train d'écrire un infraroman. Qu'entend-il par infraroman? Une œuvre littéraire qui se situerait en deçà du roman? Plutôt, je crois, qui se situerait dans l'esprit de Binet en amont du roman. Nous offrant toutes les traces de son écriture, de son désarroi jusqu'à sa jubilation, il offre au lecteur à la fois le roman et son ou ses palimpsestes. Et il nous les livre lui-même à la première personne par un procédé métaleptique. Donc, Gérard Genette a défini ce procédé dans Métalepse en 2004. La métalepse, c'est un type de métonymie, une figure de substitution dans un rapport de cause à conséquence, et la métalepse de l'auteur, par extension, se définit comme un glissement de niveau énonciatif ou dédoublement ontologique à un autre. L'exemple le plus typique en est évidemment le narrateur se représentant dans la diégèse de son œuvre. Il y a franchissement d'un seuil ontologique, nous dit Genette, du méta vers l'infra. Mais, ajoute-t-il encore, la relation entre diégèse et métadiégèse fonctionne presque toujours en fiction comme relation entre un niveau prétendu, réel, et un niveau assumé comme fictionnel. Ainsi, de facto, il y a deux plans, deux niveaux. L'auteur s'inscrivant en tant qu'énonciateur présent dans le texte a pour fonction principale d'être un déictique, un véritable embrayeur du récit et donc de la fiction. Je vais expliquer rapidement ce qu'est un déictique, j'imagine que vous le savez. Donc, dans l'acception perséenne, c'est un certain type d'indice qui permet l'articulation de deux plans ontologiques ou d'un plan ontologique à un plan discursif ou symbolique, si vous préférez. Ainsi, le déictique est garant, tout comme l'indice dont il est une sous-classe, d'une relation de contiguïté physique avec son objet. En s'inscrivant en tant que déictique dans son texte, Binet articule les deux plans, réel et fictionnel, et cela ne peut qu'agir au profit du second, car la fiction est bien plus tangible que le réel. Elle offre une image spéculaire de la réalité, elle est son double énantiomorphe par lequel on peut l'appréhender. En ce sens, Binet, l'énonciateur déictique, présent dans le texte, agit un peu comme un ruban de Moebius. C'est là où mon support visuel entre en jeu. D'un point de vue intrinsèque, le ruban de Moebius est unilatère, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule face. Mais d'un point de vue extrinsèque, il est bilatère. Comme le lecteur s'identifie à l'énonciateur, ce qui est tout à fait normal puisqu'il est le véritable héros du récit, celui-ci devient son point focal. Le lecteur en vient ainsi à considérer les deux plans, réel et fictionnel, comme ne participant que d'un seul et même régime ontologique. Puisque du point de vue intrinsèque de l'énonciateur, le ruban de Moebius est unilatère. Faites-en le tour, vous ne changerez jamais de plan. Conséquemment, le procédé qui rend à HHHH son caractère on ne peut plus véridique, c'est la métalepse de l'auteur. Elle prescrit à la fiction une ontologie concrète ayant ses assises dans la réalité. Cette propension à l'identification, qui a des répercussions métonymiques d'envergure ontologique, Binet l'exemplifie quand, ouvrant le chapitre 250, il déclare « Je suis Gabčík. Enfin, comment disent-ils? J'habite mon personnage. » Lorsqu'il n'est pas un des personnages de son roman, Binet est là, près d'eux, sa parole se fait prophétique, il navigue entre les plans ontologiques. Je vois des hommes en uniforme vert de gris dont les bottes claquent sur le pavé. J'y suis presque, je dois y aller, il faut que je me rende à Prague, je dois être là-bas au moment où cela va se produire. Et lorsqu'enfin se produit l'attentat, plutôt que de donner les dates historiques de l'événement, Binet note plutôt les dates de son écriture. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2008. Quand les pompiers arrivent, vers 8 heures, ils voient des SS partout et un cadavre sur le trottoir car personne n'a cru bon d'enlever le corps d'Opalka.
Plus que la simple métalepse, la fiction que s'est fait Binet, qu'il offre au lecteur, exemplifie le principe métaleptogène dont parle trop brièvement Genette dans Métalepse, principe par lequel la fiction en vient à prendre le pas sur la réalité. La métaleptogénie décrit ainsi assez bien le combat auquel s'est livré Binet, lequel nous l'a restitué dans son roman, car il s'agit bien de roman. À l'instar du Frankenstein de Mary Shelley, le créateur s'est laissé dominer par sa création, son monstre lui échappe et il s'appelle le romanesque. Mais au fond, c'est bien ce que Binet cherchait à faire. Il ne faut quand même pas être dupe. Réalisme littéraire et discursivité déictique, même combinés à une volonté historiographique véridictoire, débouchent toujours sur davantage de fiction, mais une fiction toujours plus vraie, toujours plus apte à témoigner de la réalité historique, mais fiction néanmoins. Et c'est là où je voulais en venir, c'est peut-être d'ailleurs la seule chose que j'avais à dire finalement. La littérature a ses prérogatives, tenez-vous-le pour dit.